Oui, donc je voudrais tout d'abord remercier le comité d'organisation de m'avoir associé au programme scientifique de cet honorable congrès et à cette belle session avec les modérateurs, avec mes amis conférenciers. Alors, donc cette session va faire le tour de la thrombose veineuse et moi je vais aborder la gestion de la thrombose superficielle. Donc sans plus tarder, on va commencer. Donc la thrombose superficielle, c'est toute thrombose concernant une veine du réseau veineux superficiel, que ce soit un membre inférieur ou profond. Elle est toujours considérée comme le parent pauvre de la maladie veineuse thromboembolique et réputée bénigne. Mais ces dernières années, plusieurs études ont montré que cette pathologie n'est pas vraiment aussi bénigne qu'on le pense. Et elles ont fait le tour de traitement, de la prise en charge médicamenteuse. Alors, le diagnostic, il est suspecté cliniquement devant une rougeur, une chaleur, une douleur, mais l'examen clinique donc, ne permet pas de préciser les limites du thrombus, ni de détecter l'association avec une thrombose veineuse profonde. Pour cela, il ne faut pas hésiter à demander rapidement l'échodoppler veineux des membres inférieurs et des membres supérieurs, dans un délai de 24 à 48 heures, pour mieux, pour confirmer le diagnostic, mieux étudier donc l'étendue du thrombus, le rapport du thrombus par rapport au réseau veineux profond, détecter l'association avec une thrombose veineuse profonde. Donc l'examen il doit être donc complet concernant le réseau veineux superficiel et profond, bilatéral, et c'est une règle donc, qui est absolue et incontournable. Donc, concernant les membres inférieurs, les thromboses veineuses superficielles concernent surtout le territoire de la grande veine saphène, entre 60 et 90% des cas. Et pour les membres inférieurs, les thromboses veineuses superficielles surviennent dans 80% des cas sur des veines variqueuses. Alors, les dédimères, est-ce qu'ils sont utiles pour le diagnostic? Donc, pour les thromboses superficielles, il n'y a pas vraiment d'utilité comme pour les thromboses profondes, vu une valeur prédictive négative de 68%. Alors, deux situations très importantes. Il faut préciser devant une thrombose superficielle si elle est survenue sur une veine variqueuse ou une veine non variqueuse. La prise en charge probablement initiale, elle est la même, mais plus tard, le bilan étiologique n'est pas le même. Pour les veines saines, il faut rechercher une cause, donc suivant le profil du patient, suivant l'âge. Ça peut être un problème de thrombophilie, ça peut être un cancer, ça peut être une maladie inflammatoire ou une maladie de système. Quelques notions épidémiologiques, c'est une pathologie qui est fréquente, elle est assez fréquente. Il y a certaines études qui disent qu'elle est aussi fréquente que les thromboses veineuses profondes. Elle affecte plus particulièrement les femmes. Elle touche 2 fois plus de femmes que d'hommes, quelle que soit la tranche d'âge. Pour la tranche d'âge, par exemple, de plus de 75 ans, il y a autant de femmes qui font des thromboses superficielles que d'hommes qui font des thromboses veineuses profondes. Deux grandes études épidémiologiques, l'étude OptiMev et l'étude POST, qui ont inclus 800 patients ayant des thromboses veineuses superficielles. Et à l'inclusion, donc 70% uniquement avaient des thromboses veineuses superficielles isolées, et 30%, donc vous voyez le nombre, avaient des thromboses veineuses profondes et embolies pulmonaires associées. Donc ce qui fait la gravité de cette pathologie. Et donc pour ces 70% des patients qui ont des thromboses superficielles isolées, donc il y avait 2 tiers qui ont été traités anticoagulés. Et à 3 mois, il y avait des complications genre récidive de thrombose veineuse superficielle, apparition d'une thrombose veineuse profonde, d'une embolie pulmonaire. Donc de 3% dans l'étude OptiMev et 8% dans l'étude POST, ce qui n'est pas négligeable. Alors j'aborde la question du traitement. Qu'est-ce que je fais devant une thrombose veineuse superficielle? Est-ce que je mets des HBPM à dose préventive? Est-ce que je mets des AOD, des AVK, des anti-inflammatoires? Donc on va voir tout ça. Donc il y a eu plusieurs tests, plusieurs études, plusieurs essais, mais il y a toujours des limites méthodologiques. Il manque de puissance, ce qui empêche de nombreuses études d'apporter des conclusions définitives à cette question. Alors pour la mobilisation précoce, il n'y a pas vraiment d'études dans ce sens, mais le repos au lit est indiqué uniquement si vraiment la douleur elle est sévère. La compression élastique, elle est indiquée chez tous les patients. Elle n'a pas d'effet sur la thrombose, mais elle a un effet antalgique. L'héparine en administration locale sous forme de crème, elle a un effet surtout sur les symptômes, la douleur, la rougeur, la chaleur locale. Pareil pour les anti-inflammatoires non stéroïdiens en administration locale, ils sont considérés comme inefficaces sur le thrombus, mais ils ont un effet antalgique.
Alors, les anti-inflammatoires non stéroïdiens Peros, maintenant la forme comprimée, ils ont été étudiés dans l'essai Stenox par rapport au placebo. Ils ont montré une efficacité sur les extensions, sur le thrombus, donc sur l'extension et la récidive des thromboses superficielles, mais sans effet sur les thromboses veineuses profondes et embolies pulmonaires. Donc, de ce fait, ils ne sont pas vraiment indiqués comme traitement de première intention, réservés pour certaines situations particulières. On va voir le tour des essais réalisés. Donc, l'étude de Stenox, donc, à propos de 400 patients, qui a comparé 10 jours de HPPM à dose préventive par rapport à un bras HPPM à dose curative, les anti-inflammatoires non stéroïdiens Peros par rapport au placebo. Donc, les 3 bras avec des traitements ont montré leur efficacité par rapport au placebo, mais l'effet, le bénéfice du traitement disparaît à l'arrêt du traitement. L'étude Vesalio qui a comparé 2 bras de patients, 164 patients traités sous HPPM à dose préventive et curative. Il n'y a pas vraiment de différence entre les 2 bras. L'étude de Steflux, 30 jours, donc 600 patients avec 3 bras. Le premier bras, 30 jours d'HPPM à dose intermédiaire, moitié dose. 10 jours d'HPPM à dose intermédiaire, 30 jours d'HPPM à dose préventive. Et le bras traité avec HPPM à dose intermédiaire a montré donc l'efficacité de cette dose, mais à 3 mois donc, du début du traitement, on constate un effet rebond, donc le bénéfice disparaît à 3 mois. Donc la fameuse étude de Callisto, étude multicentrique européenne, à propos de 3000 patients avec 2 bras traités, donc 1500 patients traités par du fondaparinux à la dose de 2,5 mg, une injection sous-cutanée par jour, pendant 45 jours par rapport au placebo. Et donc les résultats étaient donc nettement en faveur du fondaparinux, avec une réduction de 85% du critère composite, à savoir donc l'extension, les récidives de thrombose veineuse superficielle, l'apparition des thromboses veineuses profondes et les embolies pulmonaires, et de ce fait donc une réduction du recours au traitement anticoagulant à dose curative. Alors la principale limite de cette étude donc, vient des critères d'éligibilité qui a exclu dès le début les patients à haut risque thrombotique, donc à savoir les patients ayant un cancer actif, des patients ayant des antécédents thromboemboliques récents, les thromboses superficielles situées à moins de 3 cm de la jonction saphéno-fémorale ou saphénopoplitée, donc à moins de 3 cm du réseau veineux profond, les patients ayant un risque hémorragique, surtout les insuffisants rénaux, et donc de ce fait, les résultats ne peuvent pas être généralisés à tous les patients. L'étude Surprise donc, de phase 3 qui a comparé, donc, après les résultats de l'étude Callisto, le rivaroxaban à la dose de 10 mg par jour, un comprimé par jour pendant 45 jours, par rapport au fondaparinux à la dose de 2,5 mg pendant 45 jours. Et donc, les résultats de cette étude, c'était la non-infériorité du rivaroxaban par rapport au fondaparinux. Donc, elle n'a pas eu l'AMM dans ce sens, mais il y a d'autres études qui ont été lancées dans ce sens. Alors, un petit tour des recommandations françaises multisociétés par rapport à la gestion de la thrombose veineuse superficielle. Donc, l'écho-Doppler reste toujours l'examen de première intention, indiqué donc, en première intention dans les 24 à 48 heures. Alors, pour le traitement de la thrombose veineuse superficielle isolée, avec une longueur de thrombus de plus de 5 cm, située à plus de 3 cm du réseau veineux profond, donc fondaparinux à la dose de 2,5 mg par jour pendant 45 jours. Pour une première récidive non provoquée, donc même schéma thérapeutique, donc à savoir fondaparinux 2,5 mg pendant 45 jours, ou aussi pour une veine non variqueuse. Pas d'AOD de première intention. Pour les thromboses veineuses superficielles situées à moins de 3 cm de la jonction saphéno-fémorale ou moins de 3 cm du réseau veineux profond, donc la dose curative est indiquée pendant 3 mois. Alors maintenant, si la longueur du thrombus est inférieure à 5 cm, donc c'est un traitement local suffisant. Si par contre plusieurs thromboses de moins de 5 cm, donc une thrombose superficielle multisegmentaire, dans ce cas on peut mettre du HPPM à dose préventive. Pour les patients ayant une hémorragie active ou risque élevé, on peut ne pas anticoaguler, mais à condition, il faut surveiller par des écho-Doppler, par des examens rapprochés. Est-ce que je mets un filtre cave? Donc, il n'y a pas d'indication à mettre un filtre cave si absence d'extension au réseau veineux profond.
Pas de traitement chirurgical, même si la TVS est tendue à la crosse, donc c'est une suggestion. Et par contre, on peut mettre une compression élastique à visée ontalgique. Alors, à partir du 3e épisode, il y a certains qui proposent de mettre un traitement prolongé, mais le bénéfice, il est incertain. À distance de l'épisode aigu, quand une thrombose superficielle survient sur des veines variceuses, il ne faut pas hésiter, à distance, à indiquer, à envoyer le patient pour une ablation des varices. Comme ça, on résout le problème. Après, donc, un éveinage thermique, par exemple, par laser, le patient il peut revenir avec une thrombose superficielle d'une veine collatérale. Et si la longueur du thrombus dépasse les 5 cm, ça rejoint le schéma du fond d'apparinux pendant 45 jours. Et s'il y a un thrombus au niveau de la jonction saphéno-fémorale, ne dépassons pas la jonction. Dans ce cas, on peut ne pas anticoaguler. Pour les patients âgés de plus de 80 ans, s'il n'y a pas de risque hémorragique, même schéma thérapeutique, donc le schéma classique, après une ponction veineuse, le patient a fait une thrombose veineuse superficielle, un traitement local suffisant en dehors du cancer. Et pour les thromboses veineuses superficielles non provoquées des membres supérieurs, ça rejoint le traitement comme pour les membres inférieurs. Alors, 2 situations toujours, même les recommandations insistent sur le fait qu'il faut préciser sur la thrombose, elle est non provoquée ou provoquée. Donc, une thrombose provoquée, ça veut dire le facteur déclenchant, et on le connaît, comme par exemple les varices, un patient cancéreux, un patient avec un problème de thrombophilie, une maladie de système. Et pour les thromboses non provoquées, le patient il doit bénéficier d'un bilan étiologique approfondi afin de détecter la cause de cette thrombose survenant sur une veine saine. Alors pour les patients avec donc, la thrombose superficielle avec cancer, donc le patient qui se présente avec une thrombose superficielle chez qui on découvre un cancer, on peut discuter une prolongation du traitement anticoagulant. Et s'il fait une extension sous traitement à dose préventive, on peut discuter ou on passe directement à la dose curative. Si par contre mon patient il est cancéreux, il fait une thrombose superficielle dès le début, on peut commencer d'emblée par une dose curative pendant 3 mois. Le cas de l'insuffisance rénale, pas de place pour le fond d'apparinux en cas de clairance de la créate inférieure à 30 ml par minute. C'est l'indication de la tenzaparine si la clairance elle est comprise entre 20 et 30 ml par minute. Alors, le cas de la grossesse, c'est les HPPM à dose préventive. Donc, si donc une thrombose superficielle au cours de la grossesse, on peut mettre des HPPM dose préventive et on peut discuter de la prolongation de la durée du traitement, même jusqu'à aller couvrir le postpartum. Si, par contre, thrombose superficielle sous traitement ostroprogestatif, bien sûr en dehors de la grossesse, fond d'apparinux, schéma classique. Alors, les AMM maintenant, donc les HPPM n'ont pas d'AMM, les AVK n'ont pas d'AMM, les AOD aussi, la compression, par contre, elle a l'AMM. Alors, en conclusion, donc, vous voyez, donc, c'est une pathologie qui est fréquente, qui n'est pas aussi bénigne qu'on le pense, vu l'association fréquente, que ce soit à la phase initiale, que ce soit à distance, avec les thromboses veineuses profondes, des embolies pulmonaires. L'échodoppler reste l'examen de première intention. De situation, j'insiste encore une fois sur les thromboses provoquées et non provoquées. Et le traitement anticoagulant, le fond d'apparinux a pris une place pour la prise en charge, mais il ne peut pas être généralisé à tous les patients, il n'est pas disponible dans tous les pays. Et maintenant, avec la généralisation des AOD, ça serait bien de proposer des études ou des registres afin donc, de mieux éclaircir la prise en charge ou la place des AOD dans cette indication. Et je vous remercie.